Cette seconde capsule est dédiée au protocole de Diffie-Hellman. Alors, qu'est-ce que le protocole de Diffie-Hellman? Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais c'est ce qu'on appelle un protocole d'échange de clés. Donc, la question qu'on se pose, et que vous êtes sûrement déjà posée, c'est que jusqu'à maintenant, on a vu la cryptographie symétrique, et vous vous êtes peut-être demandé comment on obtient une clé symétrique partagée entre deux utilisateurs. Parce que pour échanger une clé symétrique, on a besoin d'un canal qui est confidentiel, authentique et intègre. Donc on a déjà besoin d'un canal sécurisé afin de pouvoir transférer une clé symétrique. Alors avec le protocole de Diffie-Hellman, on va voir qu'on peut réduire les conditions sur ce canal. On peut en fait dériver une clé symétrique partagée en deux utilisateurs à l'aide d'un canal qui est seulement authentique et intègre. Et on n'a pas besoin de la confidentialité sur ce canal. Donc ça permet de simplifier nos conditions sur le canal. Et comment on le fait? Eh bien, on va utiliser le protocole de Diffie-Hellman. Donc, quel est le but d'un protocole de mise au point de clé? En anglais, on appelle ça un Key Agreement Protocol. Le but d'un tel protocole est d'obtenir un secret qui est partagé entre deux utilisateurs. Et ceci tout en l'exécutant sur un canal qui n'est pas confidentiel, donc qui ne propose pas de confidentialité. On verra un peu plus tard, je vous en reparlerai, que le canal par contre il doit être authentique. Si le canal n'est pas authentique, en fait, on a une attaque super connue qui s'appelle la Man in the Middle Attack en anglais. Et en français, le nom est génial, on appelle ça l'attaque de l'homme dans le milieu. Alors pourquoi homme dans le milieu? Je pense que c'est une sorte de traduction littérale qui est restée dans la langue française. Mais si vous regardez la page Wikipédia correspondante à la Man in the Middle Attack, c'est vraiment l'attaque de l'homme dans le milieu. Vous pouvez utiliser les deux mots comme vous voulez. Les deux me vont. Je trouve l'attaque de l'homme dans le milieu assez rigolote, mais je vais souvent utiliser le terme Man in the Middle Attack. Et l'idée derrière ces protocoles de mise au point de clé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des fonctions à sens unique, ou en anglais des one-way functions. Qu'est-ce qu'une fonction à sens unique? C'est une fonction normale déjà, donc il y a un espace d'input et un espace d'output, et qui doit être pour lesquels on doit pouvoir calculer efficacement. Et si je vous donne une entrée, eh bien, f de x doit pouvoir être calculé de manière très efficace. Par contre, on veut que l'opération inverse soit complexe à effectuer, voire impossible à effectuer en pratique, pour pratiquement toutes les valeurs de sortie. Et si je vous donne un y, qui est une sortie de la fonction f, calculer une préimage de ce y doit être impossible à effectuer en pratique pour la plupart des valeurs y. On verra qu'il y a certaines valeurs qui seront triviales à inverser, typiquement les 0 des anneaux dans lesquels on va travailler ou les 1 des anneaux avec lesquels on va travailler, ou des groupes. Et une fonction typique avec laquelle on va travailler, c'est le logarithme discret. C'est ce que Diffie et Hellman ont proposé en 1976 quand ils ont proposé leur algorithme de mise au point de clés. Alors, qu'est-ce que c'est que le logarithme discret? Vous l'avez sûrement déjà vu dans la partie mathématique, mais je vais vous la formaliser ici de manière beaucoup plus précise. Déjà, il faut savoir que le logarithme discret n'est pas une fonction qui est toujours à sens unique. Dans certains cas, le logarithme discret est extrêmement facile à calculer. Pour qu'il soit difficile, enfin en tout cas pour qu'il soit conjecturé difficile, on a besoin des propriétés suivantes. Tout d'abord, on veut deux nombres premiers P et Q, qui ont les propriétés suivantes. P est égal à CQ plus 1, où C est un entier arbitraire, Q est un nombre premier, P est un nombre premier, et les tailles de ces nombres premiers vont être importantes. Alors on va parler de taille de paramètres plus tard dans le cours, mais typiquement, P va avoir 3072 bits ou plus, et Q va être un nombre premier mais plus petit, typiquement de l'ordre de 256 bits. Donc on va devoir générer un tel P et un tel Q. Ensuite, on veut un nombre G qui a un élément d'ordre Q dans le groupe multiplicatif ZP étoile. Là, ça fait un petit rappel de maths. Mais qu'est-ce que c'est qu'un élément G d'ordre Q? Un élément G à ordre Q,
si, quand on prend les puissances successives de G, on arrive à engendrer Q éléments différents. Donc si je prends G puissance 0, G puissance 1, etc., jusqu'à G puissance Q-1, j'engendre Q éléments différents, et ensuite j'ai G puissance Q égale à 1, et donc je vais commencer à boucler. Et si vous vous rappelez bien, le théorème de Lagrange nous disait que l'ordre d'un élément doit diviser l'ordre du groupe. L'ordre de notre groupe ZP étoile est d'ordre P-1. On a P-1 éléments dans ZP étoile parce que P est premier. Et donc, on a besoin que Q divise P-1. Mais c'est exactement le cas vu que P est égal à CQ plus 1. Alors, un petit aspect notation. Si j'écris G entre chevrons comme ça, c'est l'ensemble des éléments engendrés par G. Donc c'est l'ensemble des puissances de G successives. Donc cet ensemble contient Q éléments distincts. Et une fois que j'ai formalisé tout ça, alors la fonction qui envoie x vers G puissance x mod P, elle est conjecturée comme étant une fonction à sens unique. C'est-à-dire qu'il est très facile de calculer G puissance x mod P, on le verra plus tard dans le cours, et on verra qu'on a un algo très efficace pour le faire. Par contre, si je vous donne un résultat de cette fonction, vous aurez énormément de peine, dans la plupart des cas, de retrouver x. Alors, je dis dans la plupart des cas, par exemple, parce que si je vous donne 1, et ben vous savez que x égale à 0. C'est extrêmement facile pour vous de le calculer. Maintenant, quelques questions qui peuvent vous venir à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on génère un tel P et Q? Et là, j'aimerais bien que vous mettiez la vidéo en pause et que vous réfléchissiez, si je vous demandais de générer P et Q tel que P égale à CQ plus 1, comment est-ce que vous procéderiez? Mettez la vidéo en pause. Alors, la réponse est la suivante. Il ne faut surtout pas d'abord générer P et ensuite essayer de le factoriser. La factorisation étant un problème difficile, vous n'y arriverez pas. La solution est la suivante, on génère d'abord Q. Donc je vous montrerai plus tard dans le cours comment on génère un nombre premier, mais on a un moyen efficace de générer des nombres premiers d'une certaine taille. Donc on va générer un nombre premier Q de 256 bits. Ensuite, on va générer des nombres entiers C, de telle sorte que le produit C fois Q fasse 3072 bits. On va générer donc des éléments C comme ça, et chaque fois on va calculer CQ plus 1, et on va tester si P est premier ou pas. Et s'il est premier, on a trouvé un P et un Q qui vérifient notre équation. Donc, ceci nous montre comment générer des paramètres corrects pour le logarithme discret. Maintenant, venons au protocole de Diffie-Hellman. Donc le protocole de Diffie-Hellman est basé sur la difficulté du logarithme discret. Et donc, on a besoin de paramètres comme expliqué sur la slide précédente. Donc on a besoin d'un Q, qui a un nombre premier, d'un nombre premier P, et d'un G, qui a un élément d'ordre Q dans ZP étoile. Alice et Bob vont ensuite faire des opérations relativement similaires. Alice va tirer un élément A entre 1 et Q-1. Bob va faire la même chose avec un élément B. Souvent, on appelle ça la partie privée de ce que génèrent Alice et Bob. Ensuite, Alice va utiliser cette fonction à sens unique et calculer G puissance A mod P pour obtenir un YA. Et c'est cet YA qu'elle va envoyer à Bob. Bob va faire pareil avec G puissance B mod P et calculer un YB qu'il envoie à Alice. Ensuite, pour la dernière étape, on va dans un premier temps ignorer ce KDF que j'ai indiqué ici. Et Alice va simplement prendre ce qu'elle a reçu de Bob et le mettre à la puissance A mod P. Bob va faire pareil, il va prendre ce qu'il a reçu d'Alice et le mettre à la puissance B mod P. Et ces deux valeurs sont exactement identiques. Elles correspondent en fait les deux à G puissance A, B mod P. J'arrive pas à écrire, je suis désolé, mais ça correspond à G puissance AB mod P. Désolé pour l'écriture au touchpad. Donc on a exactement la même valeur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette KDF? Alors cette valeur générée, elle a une allure un peu spéciale.
c'est une puissance de G, donc c'est un énorme nombre de plusieurs milliers de bits qui peut prendre seulement certaines valeurs qui sont des puissances de G. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut quand on veut obtenir une clé symétrique. Quand on veut obtenir une clé symétrique, on veut typiquement 256 bits de bits qui ont l'air aléatoires. Donc le but de la KDF, KDF veut dire Key Derivation Function, c'est de dériver une clé à partir de cet énorme ensemble. Alors il y a des algorithmes qui le font, on ne les verra pas dans ce cours. Typiquement, vous pouvez l'imaginer comme une fonction de hachage. Ça va utiliser des fonctions de hachage. Donc vraiment visualisez-le comme une fonction de hachage, ce qui va nous permettre de dériver un secret partagé. Et le protocole de Diffie-Hellman, pour peu que le canal utilisé soit authentique et intègre, permet à Alice et Bob d'obtenir un secret partagé qui ne peut pas être connu par un adversaire passif qui écouterait les communications. Donc si j'écoute les communications ici, si j'obtiens YA, YB, il n'est pas possible pour moi de calculer à partir de cela K. Parce qu'en fait, pour calculer K, la meilleure attaque qu'on connaisse, ce serait de calculer le logarithme discret d'une de ces deux valeurs pour obtenir petit a ou petit b. Alors si je connais petit a ou petit b, je peux effectivement ensuite calculer le secret. Mais vu que le logarithme discret est conjecturé comme étant difficile, je ne peux pas récupérer petit k. Alors sur cette slide, vous avez une explication sur comment, ce que je viens de dire en fait avant, mais avec du texte. Maintenant, je vais rajouter quelque chose sur cette slide, c'est l'attaque de type man in the middle. Donc l'attaque l'homme dans le milieu, elle suppose que le canal n'est pas authentifié et qu'on a une personne malicieuse au milieu qui s'appelle Eve typiquement. Donc que va faire Eve? En fait, elle va vraiment se mettre ici au milieu et elle va se faire passer pour Bob vis-à-vis d'Alice et se faire passer pour Alice vis-à-vis de Bob. Donc Alice, quand elle envoie sa valeur à Bob, cette valeur va être interceptée par Eve et Eve, au lieu de forwarder YA à Bob, va lui forwarder une valeur à elle que je vais appeler YE. Bob va croire que YE a été envoyé par Alice. Donc il va utiliser cette YE pour faire son calcul et il va envoyer son YB. Eve va intercepter le YB de Bob et va envoyer aussi un YE à Alice. Alice va interpréter cet YE comme étant ce que Bob lui a envoyé. Et donc au final, on aura deux secrets différents partagés entre Alice et Bob. En fait, on aura un secret entre Alice et Eve et un secret entre Eve et Bob. Le secret entre Alice et Eve, ce sera G puissance AE. Et le secret entre Eve et Bob, ce sera G puissance BE. Et avec ça, Eve pourra intercepter tout le trafic envoyé d'Alice à Bob ou de Bob à Alice, le déchiffrer et le rechiffrer avec l'autre clé. Et donc, elle pourra casser complètement la sécurité des communications. Donc ça, c'est l'attaque de l'homme dans le milieu dans le cadre de Diffie-Hellman. Pour la prochaine capsule, on va parler de chiffrement asymétrique et plus particulièrement de chiffrement d'Elgamal. Ça va consister en fait d'adapter le protocole de Diffie-Hellman en un système de chiffrement asymétrique.